Retour donc sur le plateau. Nous parlions tout à l'heure du Niger, l'affaire Samira Sabou, l'affaire de détournement au sein de l'armée. La consoeur Samira Sabou est sortie de prison et donc on touchait le fond même de l'affaire. Firmin Teko. Oui, vous savez, je ne comprends pas le président Mamadou Issoufou. Celui-là qui se montre un bon démocrate et qui semble jouer sur le terrain de la bonne foi, même si il est de mauvaise foi. Parce que vous imaginez, vous dites démocrate, et dans votre pays, et sous vos yeux, votre fils fait emprisonner une journaliste, vous ne dites pratiquement rien, alors que vous êtes le magistrat suprême du pays. Vous ne dites rien, vous vous taisez. Il y a cette affaire-là de l'armée. Vous dites à tout le monde que vous voulez vous impliquer dans cette affaire et que on s'occupera de ceux-là qui détournent. Et jusqu'à présent, on ne voit pas fondamentalement ce qui est en train d'être fait. Dans un pays où vous, chef de l'État, chef suprême des armées, vous laissez la corruption gangréner votre armée, vous laissez l'argent circuler facilement dans votre armée. Je ne sais pas s'il voit le danger que cela représente. Je ne sais pas s'il voit ce qui pourrait advenir, ce qui pourrait lui advenir avec le temps. Je ne sais pas exactement ce qu'il voit. Parce que dans une armée où vous êtes un pays hautement sensible, vous êtes un pays hautement sensible avec la sécurité qui est menacée, avec Boko Haram d'un côté, avec le djihadisme de l'autre, et vous laissez circuler l'argent. Vous êtes dans un pays où, le 18 février 2009, un de vos prédécesseurs, c'est ça, un de vos prédécesseurs, Mamadou Tandia, était en plein conseil des ministres. L'armée débarque en conseil des ministres et prend des ministres et fait un coup d'État. Et ça veut dire simplement que du moment où vous laissez circuler l'argent dans l'armée et qu'il y a des antécédents dans ce pays, vous êtes susceptible d'avoir à vivre à l'avenir ce que vos prédécesseurs ont eu à vivre. Ça veut dire que vous vous fragilisez. Ça veut dire du moment où vous laissez passer cela et que vous ne tapez pas avec véhémence, avec force du poing sur la table, votre sécurité est tellement menacée. Ou soit, lui aussi, il prend plaisir au jeu, il est complice d'une manière ou d'une autre, et aux yeux de l'opinion, il dit, moi je n'ai rien à faire avec cette affaire, moi ce que je vais faire, je vais diligenter une enquête et les choses vont être claires. Que dit la Cour des comptes dans cette aventure? L'argent qui a été détourné, combien sont rentrés dans la caisse de l'État? Qu'est-ce qui est réservé fondamentalement aujourd'hui à ceux-là qui ont détourné l'argent public? Moi, je pense simplement que ce n'est pas pour exagérer, ce n'est pas pour être violent. Le président Issoufou Mamadou ne serait pas trop clairement de bonne foi, du moment où il laisse passer un certain nombre de choses, et surtout à un point tellement stratégique, l'armée et la justice. Peut-être il sait ce qui se passe aux yeux de l'opinion, il paraît clair. Sauf qu'ici, il s'agit de l'armée. Oui, il s'agit de l'armée. Et cette armée, justement, a besoin de matériel pour combattre les invasions terroristes aujourd'hui. Et donc, mais encore qu'il y ait de la transparence et que le président fasse montre d'une certaine transparence. Quand le détournement touche l'armée, c'est facile de régler quand c'est des civils, ne sont pas une menace. Oui, on en parlait tout à l'heure. Au Niger où les coups d'État sont arrivés. Certainement que des coups de fil ou alors des pressions atterrissent sur les épaules du président. Parce que moi, je me rappelle très bien au tout début de cette histoire, lorsque le dossier était dehors, il s'est engagé lui-même personnellement. Et il a fait jusqu'à ce que les enquêtes ont abouti et ont cité des noms. On parle des généraux, ce n'est pas n'importe quel généraux au Niger. On parle d'officiers de l'armée nigérienne. Et quand on sait un peu la sensibilité de la question de l'armée au Niger, je pense qu'après, tout ça a été passé au silence parce que, bon, il est à la fin de son mandat. Il n'a pas trop envie de partir comme ATT ou comme certains présidents. Voilà, 2 mois, 3 mois de la fin de leur mandat, ils ont été emportés par des coups d'État. Il aurait quand même fait ce qu'il pouvait.
il y a des noms qui sont là. Maintenant, c'est à la justice d'aller au bout de cette affaire en prenant des décisions qu'il faut pour justement servir d'exemple et arrêter cette gabégie, ce volet, ces détournements qui sont constatés au sein de cette armée. Alors, ok, quelle démocratie il veut construire? Quel héritage démocratique il veut laisser? En tout cas, on va suivre l'affaire. Je propose qu'on passe maintenant au Mali. C'est notre deuxième sujet. L'opposition qui exige là-bas toujours plus que jamais la démission du président Ibeka. La coalition d'opposants au Mali, M5 RFP, a rejeté mardi 28 juillet le plan de sortie de crise adopté la veille par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, estimant qu'il ne correspond aucunement aux attentes des Maliens et réitéré son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Rassemblement des forces patriotiques a appris avec étonnement les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO, lequel continue de ramener la crise sociopolitique au Mali à un simple contentieux électoral du deuxième tour du scrutin législatif de fin mars. Bien, voilà. Les chefs d'État ont fait firmer des propositions très claires de sortie de crise. La CEDEAO était très claire. La démission d'Ibeka, c'est la ligne rouge. On ne peut pas la franchir. La contestation dit, c'est ce que nous réclamons plus que jamais. Finalement, des deux côtés, on tire sur la corde. Si ça casse, qui sera perdant? Si ça casse, c'est tout d'abord le peuple malien qui sera perdant. Si ça casse, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera perdante. Si ça casse, c'est tout le continent qui sera perdant. Si ça casse, c'est tout le monde entier qui sera perdant. Parce que ça permettra à Boko Haram, aux djihadistes de gagner du terrain, à l'État islamique de par le monde, d'avoir de nouveaux terrains conquis. C'est un danger si ça casse. C'est un danger si on n'arrive toujours pas à s'entendre. C'est un danger si on se dit, on s'obstine à rejeter la proposition des chefs d'État de la CEDEAO. C'est un danger parce que vouloir la démission coûte que coûte du président Ibeka n'est pas la solution. Là, ce n'est pas la solution. Vous savez, j'ai l'impression que, on l'a dit ici, les peuples n'apprennent pas du passé et les peuples finalement ne savent pas ce qu'ils veulent. En réalité, si on s'inspire, le peuple malien s'est peut-être inspiré de ce qui s'est passé au Burkina Faso à Blaise Compaoré en demandant la démission. Et le peuple malien doit savoir que tout d'abord, ce ne sont pas les mêmes circonstances et les conséquences qui ont découlé du départ de Blaise Compaoré devraient en réalité leur servir d'exemple et de leçon. La deuxième chose, le peuple malien devra s'inspirer fondamentalement de ce qui s'est passé au Togo avec la ligne dure que l'opposition a tenue en 2017-2018 en demandant coûte que coûte la démission du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Et au finish, cette opposition n'a rien obtenu, n'a pu rien obtenir. Elle est aujourd'hui absente de plusieurs institutions politiques du pays, dont la CENI. En réalité. Donc, on devrait s'inspirer de tout ça. La démission du président en exercice n'est pas la solution. Mais il faut qu'on explique un peu aux gens, on l'a toujours expliqué, mais peut-être les Maliens nous suivent. Ils sont en train d'adopter une ligne qui ne les avantagera pas à l'avenir. La démission du chef de l'État n'est pas la solution. Si on peut mettre, même si on met un ange à la tête de cet État, ça va lui être difficile de gouverner. Parce que tout d'abord, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est une question de ressources. Les Maliens n'ont pas de ressources et le peu qu'il y en a, d'autres s'en approprient, s'en accaparent. Le deuxième problème, c'est un problème sécuritaire. Le Mali seul ne peut faire face à ce problème. Si on fait partie de ce chef d'État, ça va être difficile. Les djihadistes vont se dire, la sécurité est fragilisée dans ce pays, on va beaucoup plus gagner du terrain. Alors que le Mali en proie depuis 2012, c'est une situation tellement difficile, il faut faire extrêmement attention. L'autre chose que je voudrais ajouter, le peuple malien doit savoir que Blaise Compaoré est parti, ce n'est pas parce que le peuple burkinabé l'a voulu. Ceux qui étaient sortis, il faut qu'on rappelle le passé aux gens, pour que les mêmes erreurs ne soient plus commises dans le monde. Parce que autant qu'on met les mêmes erreurs, autant on a les mêmes conséquences. Et c'est grave pour ces mêmes peuples-là. Blaise Compaoré n'a pas quitté parce que le peuple burkinabé en a voulu. Blaise Compaoré a quitté parce que les Occidentaux l'en ont décidé ainsi. Blaise Compaoré a quitté
Parce que en réalité, le balai citoyen a trouvé un terrain fertile. Le balai citoyen, les responsables à l'époque, ils disaient, ils n'étaient pas sortis pour faire partie Blaise Compaoré. Et moi, par exemple, excusez-moi de le dire, j'ai eu la chance de les rencontrer à Ouagadougou. Et ils nous disaient à l'époque, Blaise Compaoré tombé en 48, en 24 heures, ce n'est pas possible. Leur chance, ils étaient tout d'abord sortis pour demander la modification, le retrait de la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Et donc, quand ils sont sortis, arrivés au niveau de l'état-major, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas faire notre entrée dans cet état-major? Ils sont entrés et ils ont vu certains officiers et ils leur ont dit, chers officiers, prenez vos responsabilités. Les officiers ont dit, ok, nous allons prendre nos responsabilités. Oh, à l'époque, la France avait déjà décidé. Quelques mois plus tôt, quelques jours plus tôt, le 7 octobre, on l'a dit ici, François Hollande avait demandé à Blaise Compaoré de quitter le pouvoir et lui proposait dans une correspondance un poste de médiateur international s'il acceptait quitter. Et il dit, François Hollande, dans cette même correspondance, disait, si modification de la Constitution, il doit y en avoir, que cela se fasse de façon consensuelle. Ça veut dire Blaise Compaoré a été lâché par la France. Deuxième chose, Blaise Compaoré a été lâché des années plus tôt. Nous, on se rappelle très bien ce discours de Barack Obama devant le Parlement ghanéen en juillet 2009. Barack Obama parlait d'institutions fortes dont l'Afrique a besoin d'hommes forts. Blaise Compaoré avait répliqué à l'époque, l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes, l'Afrique a plutôt besoin d'hommes forts. Barack Obama aurait dit à François Hollande, ce monsieur est en train, on n'arrive plus à supporter ce monsieur, fait tout pour qu'il dégage. Donc c'est ce que François Hollande a pu faire en 2014, le 7 octobre et le 31 octobre, comme on cherchait des situations pour le faire sauter. Donc on dit, Blaise est rentré dans le jeu, chers officiers, ne tuez pas, ne tirez sur personne, nous allons l'exfiltrer, puisqu'il a été un élément très fondamental pour la France au Burkina Faso et dans la région. Donc, le peuple burkinabé doit savoir que, le peuple malien doit savoir que Blaise Compaoré n'a pas quitté parce que le peuple malien l'a voulu. Le peuple malien doit savoir que ce qui s'est passé au Togo, la CEDEAO s'est opposée énergiquement au départ du président du pouvoir. Et que cette même CEDEAO, du moment où elle prend cette décision, et que la France la soutient, le peuple malien n'obtiendra pas gain de cause. Ils pourront tout faire. Ibeka ne partira pas. Alors, Ibeka ne partira pas pour la contestation. C'est en tout cas ce à quoi elle tient. Est-ce que vous pensez qu'elle est dans une logique de tenir tête à la CEDEAO? Si oui, est-ce qu'elle peut? Non, mais la contestation a été déçue par les décisions de la CEDEAO. C'est ce que le porte-parole avait dit. Et c'était clair quand vous regardez un peu en profondeur les décisions qui sont prises à la suite de la dernière rencontre des chefs d'État de la communauté ouest-africaine. Tout sauf le départ de Ibeka, alors que la contestation exigeait le départ de Ibeka. C'est vrai que la contestation avait accepté de faire des concessions dans le temps, mais après elle a compris qu'elle était en train d'être jouée par la CEDEAO et donc elle a voulu répliquer en donnant sa position ouvertement. Aujourd'hui, le départ de Ibeka n'est plus négociable. Ce n'est plus une affaire qui concerne la CEDEAO. C'est au peuple malien de prendre sa destinée en main. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et donc, la contestation ne veut pas aller défier la CEDEAO, pas du tout, sauf qu'elle n'a plus confiance. En rejetant la conclusion, c'est son droit de rejeter, c'est son droit de rejeter. Vous êtes dans une situation d'instabilité politique. Une troisième personne qui vient pour régler l'affaire, c'est un peu comme un arbitre neutre. Mais là, dans la décision de la CEDEAO, les contestataires ont vu de la partialité, tout sauf le départ de Ibeka, alors qu'en face, il y a des exigences qui sont posées. Et donc, cette contestation n'a plus confiance en la CEDEAO. On a vu, c'est vrai que la CEDEAO, elle a fait des efforts dans certains pays. On a vu un peu l'énergie avec laquelle la CEDEAO avait travaillé sur le dossier de la Guinée-Bissau dernièrement, avec un premier ministre qui ne voulait pas partir et un président qui a été élu, qu'on l'empêche de prendre le pouvoir, etc. On a vu un peu aussi ce que la CEDEAO a joué comme rôle dans certaines situations. Mais là, sur le cas du Mali, les Maliens lui disent clairement, laissez-nous gérer notre affaire, ce n'est plus votre affaire, ça fait 2 fois. Ça ne peut pas se passer non plus comme ça, parce que aujourd'hui, le Mali appartient au concert des nations. Oui, mais la CEDEAO n'a pas les moyens d'arrêter les manifestations au Mali, sinon elle l'aurait fait depuis. Il y a eu une première mission avec les ministres qui étaient allés, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu une deuxième mission qui est conduite par les chefs d'État qui allaient aussi discuter la dernière fois. Il n'y a pas eu d'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO ne peut pas aussi être attentive
aux exigences des contestataires pour voir si, dans ces exigences, elle peut aider à trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque, c'est le départ de IBK. La question du choix du Premier ministre, c'est pas grave. Ils trouveront un accord. Et la même CEDEAO qui demande à des députés de démissionner, alors que c'est des députés qui ont été élus par le peuple malien. Et donc, pour eux, ces députés... C'est là toute la crise, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui les a repêchés. Ils ont été déclarés perdants par le ministère de l'Administration, mais la Cour constitutionnelle les a repêchés et c'est de là que la crise est née. La Cour constitutionnelle, c'est l'instance suprême dans tous les pays. C'est comme au Togo ici. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Oui, mais justement, quand ça fait naître une crise, là, quand elle prend une décision, on en a vu au Togo, quand elle prend une décision, voilà, même le chef de l'État ne peut pas. Alors aujourd'hui, si vous demandez aux députés de démissionner, je pense que la CEDEAO avait voulu un peu jouer trop au bon élève et elle est allée encore envenimer la situation. Il y a de cela quelques jours, la situation n'était pas aussi tendue au Mali. C'est vrai que les contestataires avaient accepté de faire des concessions, etc. Oui. Mais aujourd'hui, après la réunion des chefs d'État, on a vu la position qu'a adoptée aujourd'hui la coalition. Et donc, ça n'a pas apporté de solution. Ça a plus envenimé la situation. Et face à cette situation, il faut que la CEDEAO comprenne, aussi par moment, que quand ça ne va pas dans un pays, même si le président est démocratiquement élu, et qu'aujourd'hui, ce président constitue une source de crise politique, d'instabilité dans la région, dans le pays, dans la région ouest africaine. Je pense que cette CEDEAO doit aussi avoir le courage de dire la vérité et de poser le problème tel quel. Qu'est-ce qui empêche la CEDEAO de demander ou de financer l'organisation des élections anticipées dans tous les domaines? Au Mali aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la CEDEAO de porter une attention particulière aux exigences des contestataires? Ce n'est pas un seul Malien qui s'est levé. On voit un peu quand la contestation appelle à manifester, on voit un peu ce qui se passe, le nombre de personnes qui sortent. Alors, écoutez aussi ces contestataires, cherchez à trouver des solutions, mettez la balance en équilibre pour que une partie ne se dise pas qu'elle est trichée par l'autre. En tout cas, un point important de ce que dit ici, par exemple, le mouvement de contestation, c'est que les propositions faites par la conférence des chefs d'État semblent réduire la crise malienne à une crise électorale. Alors que eux, ils disent le mal est plus profond, que c'est IBK qui a fait que le Mali, en tant qu'État laïque, est en train d'être menacé. La corruption est devenue un sport national. La situation économique du pays est délétère. La situation sécuritaire, tout le monde la connaît. Et que c'est justement ça la crise, alors que la CEDEAO n'a pas réglé, en tout cas n'a pas proposé des solutions à ces problèmes-là. Non, comment la CEDEAO peut proposer des solutions à ces problèmes-là, du moment où ce problème-là est beaucoup plus interne? On m'a laissé un problème qui est beaucoup plus interne. Qu'est-ce que les gens attendent de la CEDEAO? Que la CEDEAO vienne dire, vous savez, votre Cour des comptes, vous devez la reconstituer, celui-là, votre fils, le fils du chef de l'État, il doit être puni. Non, la CEDEAO ne peut pas faire ça. Mais il y a des huis clos, il y a des réunions peut-être, il y a des coups de fil qui se passent et qui passent. Et sans que nous, on ait l'information, sans que nous, on s'en aperçoive. La CEDEAO, c'est sa première grande sortie. Peut-être à l'avenir, il y aura encore d'autres conférences et on essaierait d'accompagner le peuple malien. Ce qui est important maintenant, c'est ce qu'il faut pour calmer la situation. Maintenant, du moment où la CEDEAO s'est aperçue que leur conférence et leurs décisions n'ont pas su calmer l'ardeur du peuple malien, donc on va réfléchir à quoi faire. Ouattara dit qu'il n'accepterait pas de désordre, même si Ouattara, sa légitimité est remise en cause. Donc, mais le problème, ce n'est pas IBK qui est le problème du Mali. Mais pour la contestation, c'est IBK, justement. Oui, c'est IBK, parce que IBK, il est déçu par son ami Diko. C'est pour cela que tout, c'est sûr. C'est Diko qui a été déçu par IBK. Hein. Oui, c'est... Les deux semblent être déçus. Et IBK reprocherait, par exemple, à Diko de soutenir des gens pour le déstabiliser. D'ailleurs, IBK même haussé le ton. Il a accusé l'imam Diko, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs dans Décryptage, de vouloir instaurer
on en parlera demain dans des cryptos, de vouloir instaurer un État islamique. C'est ça, au fait. Donc, ils ont eu peut-être les infos. Ils ont peut-être les infos. Vous voyez, il y a un petit souci. Pourquoi la CEDEAO n'a pas soutenu cette version-là qui demandait le départ du chef d'État du Togo? Parce qu'il y a la géographie qui a beaucoup joué à l'époque. Et je pense que la géographie est encore en train de jouer. La géographie, parce que quand on voit le G5 Sahel, le Togo est géographiquement le pilier du G5 Sahel. Quand on voit le G5 Sahel, c'est un pays, c'est sur le Togo. Donc, si on ne fait pas attention, avec la contestation, avec les armes à l'époque qui circulaient selon les informations ou selon les autorités, si on fait partie, le chef de l'État, ça veut dire la sécurité devrait être en réalité menacée et toute la sécurité du pays serait menacée, le pays serait déstabilisé. Et quand le Togo est déstabilisé, du moment où l'état-major du Burkina Faso a été entamé et la sécurité est menacée au Burkina Faso, donc le Burkina Faso aussi allait partir, le Mali, la Mauritanie et le Tchad allaient prendre un coup. Donc c'est pour cela qu'on a tenu à ce que Faure Gnassingbé reste toujours au pouvoir. La géographie a beaucoup joué en sa faveur. Parlant de géographie, on parle de sécurité. Mais quand vous voyez aussi le Mali, je pense que c'est le même problème. Le Mali, c'est un vaste pays, près de 15 millions d'habitants, plus d'1 million de superficie, avec une dizaine de frontières. Avec une dizaine de frontières, mais avec peu d'agents de sécurité, c'est-à-dire avec peu de militaires. Par exemple, l'armée, on parle de soit 7 000 hommes ou 14 000 hommes. Et vous imaginez qu'on n'arrive même pas à avoir le nombre exact de l'effectif exact de l'armée malienne. Ça veut dire l'armée même, ils n'en ont pas. Et l'état-major même, les équipements et tout, ils n'en ont pas. Donc, sur le plan géographique, le Mali a une dizaine de frontières. Des frontières, vraiment, en quelque sorte, même si des frontières régulières, sont des frontières pratiquement poreuses. Donc, il peut y les entrer, on peut y en avoir facilement. Donc, on fait partie, IBK, toutes ces frontières-là seraient encore plus menacées. Il y aurait d'autres entrées et DICO, peut-être selon IBK, aurait une certaine aisance à faire installer ou à faire venir ses amis pour les installer au pouvoir. Donc, c'est pour cela que IBK ne peut jamais soutenir DICO. Au même moment, ce que demande la contestation, en tout cas ce qu'on brandit depuis plusieurs jours, c'est la démission d'IBK. Dans le fond, quand la contestation dit que les propositions de la CEDEAO ne tiennent pas compte de la profondeur et de la gravité de la crise sociopolitique, eux non plus ne proposent rien de concret pour régler ce qu'ils appellent crise politique. Pour eux, le règlement partira du départ de IBK. C'est ça. C'est utopique, nous faire dire que dès qu'IBK part comme une baguette de fée, les problèmes vont être résolus. Ils ont leur plan. Hein. Personne n'est là, personne n'est avec eux pour savoir. Ils ont leur plan. Ils n'accepteront pas de livrer le Mali aux mains des djihadistes. Oui, non, pas du tout. Qu'on sache problème sécuritaire, qu'est-ce que vous proposez? Problème de corruption, qu'est-ce que vous proposez? Problème économique, qu'est-ce que vous proposez? Qu'ils mettent quelque chose sur la table. Ils sont en discussion avec leurs adversaires politiques et donc ils n'ont pas de compte à rendre au pouvoir actuel au Mali parce qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de IBK. Aller jusqu'à demander la démission d'un chef d'État régulièrement élu veut dire que vous mettez en doute son autorité. Donc ils n'ont rien à proposer ni à la CEDEAO ni à l'État, au gouvernement malien aujourd'hui. Ils ont des comptes à rendre aux Maliens et c'est ce qu'ils font chaque vendredi. Ils n'espèrent pas de la CEDEAO qu'elle demande la démission d'IBK. Ils n'ont jamais invité la CEDEAO. La contestation n'a jamais demandé à la CEDEAO de venir les voir au Mali. Hein. C'est la CEDEAO qui s'est forcée d'atterrir au Mali. Ils ont fait une session, ils ont fait une réunion dernièrement, les chefs d'État. Chacun était resté devant sa caméra dans son bureau pour parler au nom du Mali. La contestation n'a jamais sollicité la CEDEAO, connaissant les positions que prend souvent la CEDEAO dans la gestion de ces différentes crises-là. Alors la contestation ne leur fait pas confiance. Et donc aujourd'hui, au moment venu, et la contestation déroulera ces différents projets parce que quand IBK va partir et qu'une transition va être mise en place, que les institutions seront véritablement impartiales et tout ça, le peuple malien va récupérer toute son autonomie et
et la façon dont les choses vont être gérées dans ce pays. Je ne pense pas que Dicko fasse tout ça pour livrer le Mali aux mains des djihadistes. Et puis il faut que ces présidents, à bout d'efforts et à bout d'arguments, arrêtent de penser que leurs adversaires politiques ont en intention de faire venir les djihadistes, de les installer, etc. Ce discours, on nous l'a fait servir ici au Togo pendant des années, 2 ans, 3 ans, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, c'est l'argument que Ibeka sort aussi pour traiter son adversaire politique. En quoi Dicko aujourd'hui constitue une menace pour le Mali, si tant est que Ibeka venait à déguerpir du pouvoir, ou alors si tant est que les choses changent au Mali aujourd'hui. Le monsieur, même l'imam, il a dit plusieurs fois, il n'a aucune obédience islamique, il n'a aucune appartenance. C'est quelqu'un qui est suivi, qui est accepté, qui est connu des Maliens pour être une personnalité morale très inspirante. Et donc aujourd'hui, quand il appelle, les gens sortent, les gens le suivent. Les gens ne le suivent pas parce qu'il est imam, les gens ne le suivent pas parce qu'il porte des barbes. Non, les gens le suivent pour l'idéologie, pour la pensée qu'il a envie de faire passer aux Maliens. Et donc la question de la présence de la CEDEAO, alors les propositions que la contestation va faire, ce n'est pas encore l'urgence, c'est déjà contenu dans un cahier de charges qu'ils ont à leur niveau. Au moment venu, ils vont dérouler leurs propositions au nouveau gouvernement qui va être mis en place pour assurer la transition, le temps que les choses se précisent. Alors, vous pensez quand même que Ibeka peut survivre à cette crise politiquement et sauver son fauteuil? Oui, je pense bien, parce que Ibeka, sur le plan international, il est bien assis. Il a le soutien de Emmanuel Macron, il a le soutien de ses pairs, de la CEDEAO. Donc Ibeka n'a pas de souci au fait. Donc même s'il est un peu bousculé, la situation le bouleverse un peu, il va facilement s'en sortir. Donc les manifestations... il faut juste qu'on les laisse manifester. Donc, du jour au lendemain, ils seront essoufflés. Mais vous avez posé une question très intéressante à David tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils proposent? En fait, c'est le problème des opposants africains. C'est le problème. Il a dit, ils manifestent, ils disent que ceux-là qui sont au pouvoir ne font pas bien. Mais en retour, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que c'est le problème là que les opposants africains ont affiche toujours. Et c'est pour cela que vous allez voir dans la plupart des pays où les opposants sont arrivés au pouvoir, ils ont plus déçu que leurs prédécesseurs. Ça a toujours été comme ça. Quand vous voyez Macky Sall, vous voyez, il déçoit plus que son ancien patron. Quand vous voyez Talon aussi, il déçoit. Donc, c'est tellement récurrent. Mais parce que les opposants africains, c'est beaucoup plus l'émotion, c'est beaucoup plus la passion. Ça me rappelle une histoire dont je vais taire du Nord ici. Lorsque la crise surgissait au Togo en 2017-2018, j'aurais appris que des opposants togolais ont été appelés quelque part pour échanger avec des sommités internationales. On leur a demandé, mais vous demandez le départ du chef de l'État du pouvoir, mais qu'est-ce que vous proposez? Voilà, quel est votre projet? Et donc, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui a dit, lorsqu'on sera au pouvoir, on arrivera. On verra. Lorsqu'on arrivera au pouvoir, on avisera. Et tout récemment, même lors de la présidentielle, il y avait un opposant aussi qui a dit sur une chaîne nationale que, lorsqu'on arrivera au pouvoir, on avisera. Donc, c'est juste dire simplement qu'on ne mesure pas la taille de ce qu'on dit. En fait, on ne mesure pas ce qu'on dit. Pour les opposants africains, dans celui-là qui est au pouvoir, il fait pas bien. On ne sait pas comment il gouverne. Où est-ce qu'il trouve l'argent? Où est-ce qu'il trouve l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est sa politique mise en œuvre? Quelle est sa politique? Quelle est son idéologie? On descend juste dans la rue. Contester pour contester, ce n'est pas sérieux. Donc, c'est le moment de demander aux opposants africains d'aller à cette école de la politique. Ce que les Maliens, ils vivent une situation dangereuse. Ce qu'ils disent, ils n'ont aucune proposition. Dicko, il veut quoi? Qui il veut mettre à la tête pour diriger le pays aujourd'hui? Et dit, regardez, le problème aussi, c'est que ils ne savent pas que c'est en pleine transition qu'on voit beaucoup plus. Parce qu'en pleine transition, on dissout les institutions de la République. En pleine transition, on met en veilleuse la Constitution. Donc, on se permet un certain nombre de choses qui, Dicko, lui, trouve sérieux. Même si les gens disent que lui ne trahira jamais. Écoutez, nous sommes des humains. Ce n'est pas Dicko qui va choisir. C'est au peuple malien de choisir. Allez à une élection. Je voudrais rappeler
affirmait que des opposants sont arrivés au pouvoir, mais n'ont pas déçu. Hein. C'est pas le constat que vous avez fait. Il est beaucoup plus relatif aux pays francophones africains. Mais quand vous allez un peu vers les pays anglophones, on a vu le Ghana a assuré une alternance. Le Nigeria en a fait pareil. D'autres pays en ont fait. Et ça a très bien marché. Alors, aujourd'hui, les contestataires je vais répliquer à ce niveau, David. N'ont rien à prouver à la CEDEAO. Nous devons partir au moment venu. Malheureusement. La grande pause maintenant, on revient après le journal.